L'occlusion intestinale aiguë est une urgence chirurgicale fréquente. Elle correspond à l'interruption pathologique complète et permanente du transit intestinal dont l'origine est le plus souvent grénique, comme elle peut être colique. À l'arrivée du patient, on doit toujours évaluer son état général par la règle ABCDE. Donc on va examiner les voies aériennes supérieures, on va examiner l'état respiratoire à la recherche d'une détresse, on va évaluer l'état circulatoire essentiellement parce que dans le cadre des occlusions intestinales, on peut avoir un état de choc hypovolimique par troisième secteur. Donc il faut évaluer la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le teint du patient, le temps de recoloration cutanée et l'auscultation cardiaque. On évalue aussi l'état neurologique, donc le GCS, le score AVPU, l'état des pupilles et rechercher un déficit. Et puis on déshabille le patient et on mesure sa température et son dextro. À l'issue de cette évaluation, le patient peut être stable et dans ce cas-là, nous allons procéder à l'interrogatoire et l'examen minutieux. Si le malade est instable, on doit absolument l'acheminer au milieu de réanimation pour évaluation. La mise en condition initiale du patient, on va suivre la règle des 4 V plus A, donc la voie à veine, la voie à poumon, la voie à estomac, la voie à vessie et les autres qui correspondent à le positionnement du patient. Pour la voie veineuse, si le patient est stable hémodynamiquement, on peut se limiter à une seule voie veineuse. S'il est instable, 2 voies veineuses. Pour la voie à poumon, si le patient nécessite de l'oxygène, on va lui mettre de l'unité d'oxygène. Pour la voie à estomac, c'est important parce que le patient présente des vomissements incoercibles. Donc on doit mettre une sonde nasogastrique avec aspiration douce pour le soulager. Et bien sûr, si le patient présente un état de choc, il est important de mettre une sonde vésicale pour chiffrer la diurèse. Si le patient est en détresse circulatoire, on va le positionner en position Trendelenburg pour améliorer l'état hémodynamique et le retour veineux. Si le malade est en détresse respiratoire, nous allons le mettre en position demi-assise. S'il présente les deux détresses, une détresse respiratoire et circulatoire, nous allons le mettre en position demi-assise et Trendelenburg, c'est ce qu'on appelle la position circonflexe inversée. Si le patient est stable, on va procéder à l'interrogatoire et l'examen clinique. Nous allons demander l'âge du patient et ses principaux antécédents. Il faut chercher une notion de chirurgie qui peut nous orienter vers une occlusion surbride probable. Il faut chercher une MICI, donc un crâne ou bien une RCH. Le crâne qui donne surtout des lésions sténosantes. Il faut chercher une néoplasie, contexte de néoplasie. Est-ce que c'est un cancer colorectal en occlusion? Et il faut chercher la prise médicamenteuse, comme les neuroleptiques, les antipsychotiques. Parfois, ils occasionnent des syndromes occlusifs. On recherche les signes associés, surtout les vomissements, une constipation, surtout lorsqu'il s'agit d'un sujet âgé. Ça peut s'agir d'un fécalome, mais bien sûr, après avoir éliminé les autres diagnostics, comme on peut avoir des diarrhées. En fait, ce sont des fausses diarrhées de constipation. C'est que des liquides en aval d'un obstacle, probablement un fécalome ou bien une tumeur. Et il faut chercher la notion d'hémorragie digestive basse à type de rectorragie qui peut nous orienter vers la malignité. Le motif de consultation de ce patient, c'est surtout le syndrome occlusif, c'est la distension abdominale, les vomissements et l'arrêt des matières et des gaz. Pour le diagnostic, l'examen général du patient, le patient peut être bien portant, comme on peut avoir des signes de détresse. Donc à type de pâleur, agitation, tachycardie et signes de déshydratation par troisième secteur, surtout si le patient vient tardivement. L'examen abdominal doit chercher une cicatrice chirurgicale, un météorisme abdominal, il faut chercher une hernie inguinale associée,
Il faut faire les touchés pelviens. Donc le toucher rectal trouve une ampoule rectale vide et il faut chercher l'hypertympanisme à l'examen clinique. Et il y a surtout la notion d'arrêt des matières et des gaz. C'est un mot très important à ressortir, l'arrêt des matières et des gaz chez le patient. Biologiquement, on va chercher des signes de déshydratation, notamment à la numération. On peut avoir une hématocrite qui est élevée, qui peut témoigner d'une hémoconcentration. On recherche un syndrome inflammatoire biologique. On recherche le retentissement, une insuffisance rénale fonctionnelle. On demande un bilan de CRAS à la recherche d'une dyscrasie ou bien dans le cadre de bilan préopératoire. Le bilan hydroélectrolytique, c'est pour chercher les perturbations du milieu intérieur, surtout l'hyponatrémie et l'hypokaliémie par les vomissements. Et le bilan hépatocellulaire comme examen de routine. Donc biologiquement, ce qu'il faut retenir, c'est surtout le bilan pré-op, donc NFS, urée, créate et groupage, et le bilan de CRAS. Et le bilan de retentissement, c'est bien sûr la fonction rénale et le bilan du milieu intérieur. Pour l'imagerie, on va demander un abdomen sans préparation debout qui va objectiver des niveaux hydroaériques qui peuvent nous orienter vers l'origine de l'occlusion. Est-ce qu'elle est grélique ou est-ce qu'elle est colique? Pour les niveaux hydroaériques de type grélique, ce sont des niveaux qui sont plus larges que hauts. Ils sont centraux, donc localisation centrale. Et parfois, on peut avoir la mise en évidence des valvules connivantes. Pour les niveaux hydroaériques de type colique, ce sont des niveaux hydroaériques de type colique, ils sont plus hauts que larges et ils sont périphériques. Et bien sûr, la mise en évidence de ces ostrations coliques qui sont bien visibles à l'ASP. Donc l'examen de première intention qu'il faudra réaliser, c'est un ASP pour voir le type des niveaux hydroaériques. Puis on complète par le scanner injecté en temps portal qui a un intérêt pour le diagnostic de l'occlusion et la recherche des signes de gravité. Dans ce scanner, comme vous voyez, donc il y a une occlusion intestinale sur une hernie, comme il est montré dans ce scanner. Et bien sûr, le scanner a un intérêt pour le diagnostic des signes de gravité, comme les épanchements, il faudra chercher les épanchements, un épicissement pariétal, une pneumatose pariétale ou bien une aéroportie qui témoigne de la présence des bulles d'air dans la veine porte, témoignant de la gravité de l'occlusion. Pour l'origine de l'occlusion, peut avoir plusieurs mécanismes. Il y a le mécanisme par obstruction, il y a le mécanisme par strangulation et il y a le mécanisme fonctionnel. Le mécanisme obstruction ou strangulation, on peut avoir un cancer grélique qui est rare. On peut avoir une occlusion par bride, une occlusion par invagination intestinale ou bien une hernie étranglée. Donc ça, c'est pour l'origine grélique. Pour le syndrome occlusif d'origine grélique, on a des vomissements qui sont précoces, un arrêt des matières et des gaz qui est tardif parce qu'il y a toujours la vidange du segment d'aval et l'abdomen qui est peu distendu. Pour l'origine colique, on peut avoir un polype sténosant, un cancer colique, un volvulus, surtout du sigmoïde, une occlusion sur bride, un iléus biliaire, c'est-à-dire qu'il y a un calcul biliaire, un gros calcul qui a migré dans les voies digestives et qui est souvent retrouvé comme complication des anastomoses, des fistules biliodigestives. Et il y a bien sûr la sigmoïdite diverticulaire. Pour l'occlusion intestinale d'origine colique, elle est caractérisée par des vomissements tardifs et qui sont parfois fécaloïdes, un arrêt des matières et des gaz qui est précoce
et un météorisme intestinal. Pour l'occlusion fonctionnelle, c'est comme le syndrome d'Ogilvie, il y a un météorisme. Le mécanisme, il est neurogène. Il peut être secondaire à un foyer infectieux de contiguïté. Il peut être secondaire à une colique néphritique, une colique hépatique, un trouble métabolique ou bien une origine médicamenteuse. Donc c'est juste, ce syndrome d'Ogilvie, c'est comme une réaction d'Ilius paralytique suite à une infection de contiguïté, à une colique néphritique, colique hépatique, un trouble métabolique ou une origine médicamenteuse. Donc le traitement, on va le subdiviser en la phase préopératoire, la phase chirurgicale et en post-opératoire. Pour le traitement préopératoire, le patient doit être à jeun, une sonde nasogastrique en place avec aspiration douce 10 à 30 cm d'eau, une perfusion de soluté de remplissage, la correction de bilan hydroélectrolytique et bien sûr les antalgiques type palier 1 comme le paracétamol 1 g toutes les 4 heures puis toutes les 6 heures. Et bien sûr, il faut faire une consultation pré-anesthésique chez le patient pour voir est-ce qu'il va tolérer l'anesthésie générale. Le traitement chirurgical, l'objectif bien sûr c'est la levée de l'obstacle. Donc, s'il y a une bride, on doit la sectionner. S'il y a une hernie inguinale, on doit la réduire. S'il y a un cancer, on doit l'enlever. Donc, toutes les causes qu'on vient de voir, on doit lever l'obstacle. C'est très important. Et bien sûr, durant l'acte opératoire, il faut examiner l'état des anses intestinales. Et à la recherche des signes de nécrose, de signes de souffrance. Les signes de nécrose, par exemple, un intestin qui est noir, c'est un intestin qui est nécrosé. Donc, il doit être réséqué. Donc, résection d'une anse nécrosée et établissement par la suite des anastomoses. En post-opératoire, on doit pratiquer des soins locaux sur le site opératoire. Donc, on doit faire une analgésie au patient, surtout les paliers 1, le paracétamol, 1 g. L'antibiothérapie, bien sûr, donc on doit avoir recours à une céphalosporine de 3e génération, 1 g toutes les 12 heures, ou bien une ciprofloxacine, 500 mg x 2 par jour, associée au métronidazole pour couvrir les anaérobies, 500 mg x 3 par jour. Et bien sûr, il faut surveiller les fonctions vitales du patient, son état hémodynamique essentiellement, sa température, donc voilà pour guetter une fièvre, l'état de la cicatrice opératoire, les signes cliniques qui doivent être surveillés, est-ce que le patient a toujours des douleurs, est-ce qu'il y a d'autres signes en faveur d'une infection quelque part. Et bien sûr, il faut suivre le bilan infectieux, une CRP et une NFS pour voir est-ce qu'on est efficace sur le plan antibiothérapie.